Philippe qu'on ne présente pas mais qu'on va quand même présenter. Donc là, Philippe Freneau va nous parler donc la station Radar 44, donc un ancien bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale qui est situé à Doux-la-Délivrance, donc pas très loin de Caen, juste derrière les plages du débarquement. Voilà. Je le dis au micro, comme ça tu peux m'entendre bien, Philippe. Il y a ma montre sur le pupitre, voilà, donc tu peux t'en servir. Et la petite flèche du clavier pour faire avancer les slides. Voilà, la parole est à toi. Merci. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer depuis ce matin, et rebonjour à tous les autres. Je vais vous présenter quelque chose qui, je l'espère, sera assez complémentaire de tout ce que vous venez d'entendre, puisque quand Paul m'a demandé une intervention, je ne vais pas vous représenter, pour ceux qui étaient là il y a 2 ou 3 ans, je crois, j'avais fait une présentation du musée. Vous allez moins voir ce qui est à l'intérieur de notre musée et ce qui sera dans un avenir proche. Mais je vais plutôt vous parler du processus qui nous a amenés à notre actualité, en reprenant des mots que vous avez déjà entendus prononcer ce matin, PSC, projet scientifique et culturel, j'y ajouterai diagnostic, études de programmation. Alors ce sont des procédures, il y a des organismes derrière tout ça, qui sont très souvent, je dirais trop souvent perçus comme des contraintes. Et en fait, ce que je voudrais montrer là, c'est que ces structures, en fait, quand on comprend bien le fonctionnement et l'intention, eh ben, ce sont de puissants leviers et il faut quand même les voir d'abord comme des atouts, des aides et des alliés, plutôt que comme des empêcheurs de tourner en rond, comme bien souvent c'est perçu. Dans notre processus, il y a un seul mot, un seul ingrédient, et qui est partagé par vous tous ici, c'est la passion, et c'est comme ça qu'on a avancé. Il faut toujours avoir confiance en l'avenir et être patient et persévérant. Alors, ce musée, ce que vous voyez en haut à gauche, ben, on part de ça, c'est pas très glamour. Hein. Musée du radar de Douvres, les professionnels du tourisme, pendant longtemps, me disaient, mais rien que le nom, ça fait fuir les visiteurs. Et pour être clair, pendant 25 ans, parce que ce musée existe depuis 1994, c'est un musée qui n'a jamais trouvé réellement son public. Il a été créé donc en 1994 à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement, puisque la Normandie est cette forme de tourisme mémoriel et vit au rythme de ces grands anniversaires. Ça tournait entre 3 et 5 000 visiteurs par an. Ça ne paye pas l'électricité et encore moins le salaire de la personne que le gestionnaire de l'époque mettait à l'accueil. Alors il y a eu un événement, et là encore une année en 4, le 60e anniversaire du débarquement, à l'occasion duquel donc, le musée a été rebaptisé musée franco-allemand pour une raison toute simple, c'est que la ville de Douvres-la-Délivrance est jumelée avec une ville en Allemagne, Horlenbach, et le maire de la commune, on a eu assez d'entendre chaque fois que son homologue allemand venait pour les commémorations en Normandie, s'excuser de la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour, il lui a dit, écoute, ça fait 60 ans, il faut quand même se tourner vers l'avenir, et en signe de cette coopération et de cette fraternité retrouvée, il a décidé de rebaptiser le musée franco-allemand du radar, et vous allez voir que finalement, c'est un peu sur cette idée-là qu'on a pu rebondir et faire avancer. Et alignement de planète, la même année, le musée est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc là, vous le voyez avec gros progrès, la façade a été repeinte, musée franco-allemand. Mais ce que vous voyez donc dans la petite cartographie à droite, en rouge, c'est le contour du musée, 3,5 hectares, sur une station historique qui en faisait 10 fois plus. 35 hectares, 1 km du nord au sud. Et c'est un outil, un objet qui était réellement tombé tout à fait dans l'oubli, finalement. Et
il faut pardonner l'ancien gestionnaire, c'est que ce qui s'est passé là, toutes les opérations concernant les radars pendant la Deuxième Guerre mondiale se sont déroulées sous le sceau du secret le plus absolu à l'époque. Et les archives qui en faisaient état ont été protégées pendant 50 ans du côté américain et 50 ans du côté soviétique. Comme le musée a ouvert en 1994, vous comprenez que les historiens, en 92-93, quand ils ont bossé au projet scientifique de ce musée, ne pouvaient pas deviner ce que les archives allaient révéler en 1995. Et puis en 2014, il y a eu un petit événement où là, c'est la première fois que la mission mémoire de l'aviation civile et la DGAC est impliquée. Je m'étais installé en Normandie quelques petites années auparavant. J'avais visité un musée du radar sans y trouver un intérêt exceptionnel. Et puis en 2013, on me dit, le 31 décembre, il faut que le radar TA10 d'Orly est dégagé parce qu'il ne tourne plus depuis des années et ADP a besoin de la place. Et grâce à Boris Antman, qui est là dans l'assistance, et à la mobilisation des services techniques du CRNA et du service des bases aériennes, finalement, ce radar est arrivé au musée du radar. Quoi de plus naturel, un radar au musée du radar. Et en fait, en y arrivant, je découvre quelque chose d'assez surprenant. C'est que moi, j'ai une approche opérationnelle de l'utilisation des radars. Ceux qui ne le savent pas, j'ai été contrôleur, et la première chose qui m'intéresse à savoir, c'est comment on utilisait ces choses-là et pourquoi. Et c'est ce qui m'a amené à une analyse, une compréhension des bâtiments, puisque un des bâtiments emblématiques du musée, c'est le plus grand bunker du Calvados, 400 mètres carrés sur 2 niveaux, 10 salles ouvertes à la visite. C'était le poste de commandement de l'ancienne station radar. Et donc c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me dis, il y a quelque chose à faire. Alors on part de loin, puisque le musée tel que je le découvre, vous voyez ces quelques images, c'est vraiment pas top, et je comprends que les visiteurs en ressortant avaient des qualificatifs que je ne reproduirai pas ici. Un canon, parce que c'est un engin de DCA qui était présent sur la station. En bas à droite, un central de communication qui est une reproduction, mais qui n'était surtout pas à cet endroit-là. Donc, quelque chose qui vraiment justifiait malheureusement la réputation que pouvait avoir ce musée. Et je peux juste vous dire une chose, c'est plus difficile d'effacer une mauvaise réputation que de partir d'une bâche blanche et essayer de construire une image positive. Alors, donc, ce musée, à l'époque, ouvert 3 fois par an, 3 à 5 000 visiteurs, des pics, donc 2009, 2014, 2019, les fameuses années anniversaires du débarquement, où là, il y avait 7500 visiteurs, mais les 2500 qui dépassent, c'était des invités pour les cérémonies. De fil en aiguille, on arrive que fin 2019, le gestionnaire ne renouvelle pas la convention de gestion et jette l'éponge. Le maire de la commune se trouve alors face à l'alternative toute simple, c'était où le musée fermait définitivement, où il se tournait vers l'association qui œuvrait déjà depuis 2-3 ans, même un peu plus, 2013, pour aider le gestionnaire en disant est-ce que vous voulez tenter le coup et en prendre la gestion. Donc, le 1er janvier 2020, la gestion est confiée à l'association des amis. On part les mains dans les poches, c'est-à-dire avec la petite de l'association, on avait un petit 10 000 euros dans les caisses, boutique vide, la boutique a fait 12 mètres carrés. Donc vraiment, on part de zéro. Et le choix, ça a été de réorienter et en fait d'avoir un message qui fut clair. Puisque on a écouté autour de nous et quand les professionnels du tourisme nous disaient le nom, ça fait fuir les visiteurs, on dit ok, il faut peut-être trouver quelque chose de plus attractif. Et la Normandie nous offre cette chance d'être une terre de tourisme de mémoire et d'histoire. Et donc on a travaillé à cette image, et la première chose a été de rompre avec l'image d'un musée technique. Alors,
C'est assez difficile, et c'est difficile à entendre pour nous, techniciens de l'aviation, pour mes amis du groupe Thales, qui eux ne juraient que par le matériel et la technique radar, de lui dire, bah ouais, mais les gars, c'est pas ça qui fait venir les visiteurs, et on va essayer de trouver une autre méthode. Et la méthode, ce qui m'en a donné l'idée, c'est qu'un jour, j'entre dans un grand magasin avec un copain qui me dit, ouais, t'entends la musique, c'est la musique de Barry Lyndon. Je dis, ouais, mais enfin bon, c'est avant une chaconne de Hind, et puis je me suis dit, mais finalement, si ce gars-là, qui ne s'intéresse pas à la musique classique, connaît un morceau de musique classique parce qu'il l'a vu au cinéma, bah, c'est une porte d'entrée. Et donc, je me suis dit, bah, l'histoire, puisque c'est ça qui amène 95% des visiteurs en Normandie, si l'histoire est à la porte d'entrée, eh bien, on va faire venir les visiteurs comme ça, et ensuite, on va leur délivrer le message technique. Et ça a pas mal marché, puisque aujourd'hui, c'est une des grandes satisfactions, c'est qu'à la fin de la visite, les gens nous disent, maintenant qu'on a compris l'importance qu'ont eu les radars et à quoi ça a servi, eh ben, on aimerait bien savoir comment ça marche. Nous en sommes à cette étape-là. Il fallait donc porter un message clair, et là, alignement de planètes, quand on nous confie la gestion, depuis des années, la région Normandie a présenté la candidature pour inscrire les plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO n'a pas vocation à labelliser les champs de bataille, et le dossier est parfaitement conçu sur ce plan, puisqu'il va considérer que le débarquement, c'est le début de la reconquête de la démocratie pour l'Europe, pour toute l'Europe, y compris l'Allemagne qui va être libérée du nazisme. Et c'est pour ça que les valeurs universelles portées par cette candidature sont la liberté, la paix et la réconciliation. Et au musée, eh bien, on a cette image absolument extraordinaire, photographie prise par les Anglais le 17 juin 1944, quand la station tombe, après 10 jours de siège, et ils découvrent ces deux sépultures. Vous avez sous la croix noire un soldat allemand inhumé aux côtés d'un soldat britannique sous la croix blanche. Et ces deux tombes, elles sont creusées par les Allemands pendant les 10 jours au cours desquels ils sont encerclés. Ils enterrent leurs copains, normal, mais ils ont le respect de donner une sépulture décente à ce garçon, fût-il ennemi. Et c'est pour ça que, dès l'origine, on a l'ambition de faire du musée franco-allemand du radar le porte-drapeau des valeurs de respect, paix et fraternité, message ô combien nécessaire aujourd'hui, plus que jamais. Et là aussi, c'est une grande satisfaction parce que les visiteurs ont parfaitement répondu à ceci. Alors, pendant tout ce processus, puisque donc depuis maintenant 5 ans, nous accueillons les visiteurs, on a pu élaborer ce fameux projet scientifique et culturel. Alors, je ne vous en donne pas le détail, mais c'est pour montrer comment ce projet peut être structuré. Je l'ai fait en 2 parties, mais théoriquement, c'est en 3 parties. Vous avez la première, analyse des lieux et analyse critique. Donc, état des lieux, c'est une observation objective de ce qu'il y a. Alors, au niveau environnement, c'est autant l'environnement géographique que l'environnement culturel. La place, donc, dans l'histoire. Le site, ben, ça va être l'implantation, la desserte, etc. Le bâti, donc, ça parle de lui-même. Les collections, une description objective de ce qu'il y a dedans. Les publics et partenariats. On part de public, par exemple, 0 scolaire pendant 25 ans. Aujourd'hui, on a, à l'instant où je vous parle, 400 réservations de scolaires pour 2026, entre mars-avril et mai 2026, et les partenariats qu'on met en place. Et j'ai fait une seule partie, parce que plutôt que d'avoir énuméré ces différents items en état de lieu, puis une deuxième partie où on fait une analyse critique de la chose, ça m'a semblé plus simple de les mettre en regard les uns à la suite des autres. Et l'analyse critique, donc ça va révéler les défauts, il faut regarder les choses en face, ce qui ne va pas. Ça permet de mettre en avant ce qui marche bien dans le musée, et il ne faut pas s'en priver, mais ça va être donc ce point de départ qui va permettre de développer le projet en disant, bah, dans le projet, on va améliorer ce qui marche déjà pas trop mal, et on va corriger les défauts qu'on a pu identifier dans cette partie analyse critique.
On termine par une proposition de forme juridique, parce qu'il y a un détail qui n'en est pas un. C'est que, quand tout à l'heure je posais une question sur les musées de France, des choses comme ça, il y a un élément que je n'ai pas ajouté à ma question, c'est que tout simplement, juridiquement, ce musée n'existe pas. Tout simplement, le musée n'est que la propriété foncière de la commune de Douvres-la-Délivrande, qui en a confié la gestion à un gestionnaire historique et qui en confie la gestion à l'association aujourd'hui. Mais l'association, c'est l'association. Rien n'existe qui soit le musée franco-allemand du radar en tant qu'organisme. Et ça fait partie, bien sûr, c'est un élément important du PSC, que les propositions de statut juridique que l'on peut faire sur ce domaine. Et puis, il faut que ce projet scientifique soit quelque chose d'assez synthétique, porteur d'axes très clairement définis. Et donc, on en a 3 qui nous démarquent pas mal aussi des autres musées traitant du débarquement et de la Deuxième Guerre mondiale en Normandie, et Dieu sait s'ils sont nombreux, il y en a une 50aine. Un de plus, il faut avoir quelque chose à dire. Et donc, on a l'histoire de la technologie, et là, qui est extrêmement porteuse, parce que nous sommes les seuls, et aujourd'hui encore, nous sommes les seuls en Europe à aborder ce thème en tant que thème essentiel et principal du musée. Il y a un musée qui est en cours de création sur le même thème aux Pays-Bas actuellement. Mais l'histoire de cette technologie, c'est très rassembleur. Parce qu'il y a aussi un enjeu national, et qui est également décliné à l'échelle de la région Normandie, c'est réconcilier les Français avec la science. On nous a expliqué qu'on a les élèves les plus mauvais d'Europe en mathématiques, avec les classements PISA. Et bien là encore, c'est une joie que d'avoir fait venir des visiteurs appelés par l'histoire, et puis de les entendre repartir en disant, maintenant qu'on a compris à quoi ça servait, on voudrait savoir comment ça marche. Le deuxième volet, c'est l'humain, et on a là des témoignages qui ne demandent qu'à être mis en avant autant du côté allemand que du côté allié, et on cherche toujours cet équilibre à travers le musée franco-allemand. Et le thème qui également nous démarque de bien d'autres musées, c'est la mise en avant des personnels féminins, puisque dans ces spécialités, transmission et radar, dans les deux camps, autant en Allemagne que chez les Britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est sur des taux de 70 à 80% de féminisation. Au pays, si je puis dire, 70% d'Allemands en Allemagne et 70 à 80% d'Anglaises en Angleterre. Dans la station radar, puisque c'était en pays occupé, on a une donnée qui nous indique que 9 femmes avaient été affectées à la station, et donc c'est un thème que l'on développe très largement en même temps que celui de la paix. Et donc, concrètement, et pour rendre la chose un petit peu plus alléchante, on a ajouté des reconstitutions de ce que ça pouvait être à l'époque. Donc là, le regard opérationnel. Vous voyez là une opératrice radar au-dessus de la table. Du personnel féminin également dans le central de communication. C'est une facture très artisanale. C'est associatif, c'est fait par des amateurs, on revendique, mais on peut le présenter comme étant un démonstrateur de ce que l'on peut faire à l'avenir pour que ce musée franchisse un niveau de professionnalisation. L'action qu'on a menée donc, pendant ces 5 dernières années, vous voyez la partie droite en bleu, c'est à partir de 2020 la gestion associative. On a une progression tout à fait régulière. Abstraction faite donc des pics. Je ne parlerai pas des 18 700 visiteurs de l'an passé, 80e anniversaire du débarquement, mais cette année, donc, on va finir à 17 000 visiteurs, puisque nous allons ouvrir 10 jours au moment de Noël pour présenter le film Joyeux Noël, la fraternisation entre les Français et les Allemands dans l'étranger de 14. Alors, il y a une étape importante, c'est que tout ceci a convaincu les collectivités locales, les élus de l'intérêt
du site. Donc un diagnostic a été fait en 2022-23. L'intérêt, c'est que ça révèle, et je ne vais pas vous imposer des images trop austères, mais de révéler le potentiel de développement et l'intérêt archéologique du site. Les archéologues du Calvados sont excités comme des puces sur le dos d'un chien. Selon leurs propres termes, c'est une pépite archéologique, donc on va travailler là-dessus. Bien sûr, dans l'état des lieux, une analyse des désordres qui sont raisonnables, mais si on arrive à tout ça, c'est pour des préconisations. Et c'est là où on a un moteur puissant d'avancer, puisqu'on a un avis professionnel qui apporte des propositions de solutions. Je prends ventilation, par exemple, l'architecte des bâtiments de France nous dit qu'il faut rétablir la ventilation avec des équipements de l'époque. Et là, on entre dans une logique qui était un débat qu'on avait avec le directeur régional des monuments historiques, mais on a un argument professionnel pour avancer là-dessus, et il en est tellement convaincu que maintenant c'est la DRAC qui nous demande de remettre en évidence les réseaux de circulation qu'il y avait sur la station, qui ont été révélés grâce au diagnostic. Donc notre travail de ces 5 années a été donc de démontrer et de construire un projet digne d'intérêt pour les publics et pour la région, et qui soit économiquement viable, puisqu'on a pu, grâce aux seules recettes de billetterie, sur ces 5 années, créer 2 emplois en CDI, donc dont les salaires sont entièrement financés par les recettes de billetterie de l'association. On est en plein dans l'actualité, puisque demain, je participe au jury de sélection des 7 candidats, parmi lesquels on désignera 3 finalistes, pour la mise en œuvre de ce projet de développement. Et, comme je le disais en début, donc, toute cette démarche elle a pu être réalisée parce qu'à chaque étape, on a eu la coopération, le soutien, en apprenant à parler le langage que, par exemple, les conservateurs aiment à entendre. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, et puis il y a des mots magiques qui ouvrent les portes. Une fois qu'on a bien compris comment ceci, c'est un petit peu la politique du judoka. Il est préférable d'utiliser la force de ceux qui ne sont pas des adversaires mais des partenaires, utiliser leur force plutôt que de chercher à s'y opposer. J'ai carrément tenu le timing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre juste une question avant de partir, puisqu'on a une contrainte, c'est sur la fermeture du restaurant. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis obligé de prendre qu'une seule question. Et après, je vous donnerai les instructions pour le déjeuner. Oui. Le micro arrive. Attends. Oui, une simple question d'histoire. Alors, quel a été le rôle de la station radar en 1944, ou pendant la guerre, dans le cadre du mur de l'Atlantique? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que les Allemands ont pu en tirer parti? Est-ce qu'elle a joué un rôle important avant le débarquement, pendant le débarquement, pendant la bataille de Normandie? Tu as 1 minute. C'est des appuis. Vas-y. Oui. En général, je mets 1h30 à répondre à cette question. Donc je peux dire, venez le visiter, on va vous expliquer. Non, ce qui est intéressant, et je vais essayer de tenir la minute, ce sont des chiffres. En général, on n'aime pas ça, mais flagrants et marquants. Sur toute la côte de la Manche, il y avait 350 radars installés, dément. 92 stations, et la station de Douvres-la-Délivrande, 3 km à l'arrière des côtes, était une des 6 stations principales. Comme c'est la seule derrière une plage de débarquement, les Alliés vont lui réserver un petit traitement de faveur pendant la nuit du 5 au 6 juin 1944. Et en fait, il y a des opérations secrètes dans la majorité des cas de brouillage, dans le cas présent de la station de Douvres, de l'heure du verbe leurrer, qui a fait croire, avec une manœuvre magistralement pilotée par les Britanniques, que le débarquement était en train d'avoir lieu à un autre endroit. Sinon, en routine, cette station servait à la conduite de la chasse,
au guidage de l'artillerie antiaérienne. Enfin, mais là, voilà, il faut venir visiter. Je vais vous laisser des flyers à la sortie pour répondre plus complètement à cette question. Voilà. Merci. Oui, je me permets de reprendre la parole pour faire une chose qui ne se fait absolument pas. Le projet d'investissement que nous avons lancé, ça nous coûte 1 million d'euros. On peut en financer 30%. On louera les toitures de nos hangars pour mettre des panneaux solaires qui nous rapporteront 180. Ça fait en gros 500 000 euros. Il nous reste 500 000 à trouver. On a ouvert une cagnotte sur Litchi, alors surtout n'hésitez pas. Hein, et merci pour vos donations. Alors, peut-être Yves, si tu veux rebondir là-dessus, parce que c'était un peu, pas téléphoné, mais voilà, et après on va déjeuner. Excellente intervention. Merci beaucoup. Pour ceux que je n'ai pas pu saluer aujourd'hui, donc bonjour, et je suis Yves Delapoise, et donc je suis délégué national à la Fondation de la Ligue du patrimoine pour tout ce qui concerne le patrimoine des transports. En tout cas, merci de nous avoir conviés aujourd'hui. C'est particulièrement intéressant parce que nous ne sommes pas vraiment présents dans le milieu aéronautique. Nous travaillons, nous avons aidé quelques musées, celui de Vannes, celui de Rochefort, nous aimerions bien, enfin on se connaît quand même, on se connaît bien. Voilà, mais nous ne sommes pas tellement intégrés. Alors, juste pour vous dire que la Fondation, évidemment, est à votre disposition. J'ai vu dans toutes les interventions que vous avez présentées, qui étaient fort intéressantes, un intérêt de la Fondation pour vous aider dans toutes vos démarches de financement. Le dernier notamment, pour ce qui concerne les locaux, je ne sais pas si le département vous aide, mais on travaille avec le département, on est en partenariat, etc. Et donc c'est typiquement le cas d'une ouverture de collecte, par exemple, et ça peut évidemment intéresser des mécènes, puisque nous avons des grands mécènes, y compris pour le patrimoine des transports que je représente. Donc, merci. En tout cas, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Je pense que Paul vous donnera peut-être mes coordonnées, en tout cas, et puis après, je rerouterai vos demandes sur les régions et les départements où vous êtes, mais n'hésitez pas à appeler nos collaborateurs, nos bénévoles sur les régions où vous êtes installés, parce qu'on a des tas de solutions. Parfois, elles n'aboutissent pas, on est bien d'accord, hein, mais je pense notamment au hangar d'Odin à Rochefort, où pour l'instant on est tout à fait désolé, mais on ne peut pas intervenir. Ça arrivera peut-être un jour. Mais nous avons fait de très très belles opérations. Donc surtout, n'hésitez pas à appeler la Fondation du patrimoine. Il y a les cagnottes Litchi, si j'ai bien compris, c'est ça. Il y a aussi les collectes Fondation du patrimoine. Merci. Pour répondre à votre proposition, nous avons contacté la Fondation du patrimoine de la région Rhône-Alpes et on nous a dit que c'était absolument impossible pour les quelque chose. Ah oui, impossible. Alors,